Et puis après, dans 10 minutes, on commence, on met en place les 3 premiers ateliers. Donc, entrée à la lutte à l'épée longue. Alors, on fera Glima, lutte viking. Et travail au sol, jiu-jitsu brésilien, grappling, plutôt moderne. Ensuite, on peut faire la lutte française. Je vous proposerai un truc à l'orthépale si vous voulez. Donc, lutte antique. Dans les 3 bouquins que je connais de lui, il explique très souvent d'où vient la lutte par l'orthopale, par la Grèce antique. Ça devait être un très grand fanat et certainement un des premiers AMH'eurs qu'on puisse connaître, puisqu'il a fait de la recherche clairement sur ce qui s'était passé en Antiquité. Ah, et un petit truc, reste-toi. Voilà. Donc tu pousses ça et de l'engagement. Allez, et boum, tu rates, voilà. Allez, tout de suite tu tournes sur un côté. Voilà, tu tournes sur un côté. On a toutes ces formes de lutte aux 4 coins du monde, sur des périodes de l'histoire aussi variées que l'Égypte ancienne ou la Renaissance en Europe. Quel va être le point commun? Et si dans un premier temps on peut penser que la lutte est un sport de préhension pure, ben, on a vu encore ce matin que c'était faux, qu'on a dans les traités, par exemple, les termes de coups qui arrivent, et on sait tous que, par exemple, à la lutte sénégalaise, ben, on a des percussions. Ok. Allez. Là, tu veux remonter vers la ceinture, plus haut, et boum, bascule. Je vous rappelle que les premières sources, à ma connaissance, on découvrira peut-être d'autres, mais les premières sources sportives de l'histoire de l'humanité se trouvent en Égypte et en Mésopotamie, 3e millénaire avant notre ère, et sur notamment les tombes de Beni Hassan. Donc en Moyenne Égypte, on trouve au moins, moi j'ai identifié au moins 470 couples de lutteurs différents. Donc du coup il a compris le truc parce qu'il est combattant et donc il me tient le bras et je peux plus. D'accord? Donc je vais être obligé de travailler autre chose et travailler notamment ici. Et on va travailler sur le bras, donc la contre-résistance, pour essayer de prendre un avantage. Je l'oblige à forcer pour lâcher. À un moment donné, quand il force, là il force très fort sur son bras vers l'arrière, il force très fort ici. Quand il force là, que je sens ça, je peux utiliser ça en devenant moi à mon tour souple pour augmenter, créer le décalage. Si je continue à bourriner, que je n'ai aucune capacité à décontracter, je bloque, à un moment donné, hop, il fait ça, et je n'ai plus le temps de réagir. Si j'attends qu'il fasse ça, boum, là je veux réagir, c'est trop tard, j'ai pas le temps. C'est moi qui dois savoir à quel moment je suis là, je le fais forcer, il force, je l'oblige à forcer, et à un moment donné, quand il force très fort, par exemple par là, boum, je vais créer une ouverture, et boum, je vais rentrer. D'accord ? Donc c'est ça, trouver ce petit point. Parce que tout le reste, les hanchés, les épaules, la roulée, tout ça, tout le monde en lutte le connaît.
C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose d'exclusif à la lutte antique. Ce qui est exclusif à la lutte antique, c'est cette entrée, cette particularité-là. D'accord? Et là, tu commences à connaître cette technique-là parce qu'elle est tellement logique. Il n'y en a qu'une où tu rentres comme ça. Et bien à ce moment-là, tu te dis, c'est ça qui fait, je jette les jambes pour avoir un temps d'avance sur lui, me retourner et travailler au corps. Ok? Tac, tac. T'arrives là, tu le saisis là. Toi, tu peux spoiler un peu histoire. On le fait tourner, on descend sur le genou. Donc il rentre, je le lève. Donc déjà, à ce moment-là, c'est le contrôle du bras. Et là, j'ai le contrôle du bras là. Faut éviter qu'il se retourne. Là, il est dans une position qui est tout sauf agréable. Ok? On peut poser, je rentre là. Là, c'est pas super cool. Je vais rentrer là. Tac. Et sur la vidéo, sur la photo, décidément, il dit, soit on garde ce truc-là, mais idéalement, on va venir appuyer là. Et en appuyant là, on peut garder là juste pour la forme, on peut le garder là en disant, t'as bientôt perdu, ok? Et là, on peut emmener aussi. C'est un salut fraternel. C'est un contrat moral en fait qu'on passe. On n'est pas des adversaires, on est des partenaires. Et le fait de se serrer la main comme ça, et pas comme ça, parce que là, on peut enchaîner directement sur quelque chose, alors que là, on est tous les deux à égalité. Okay, et le contrat, c'est je vais pas te tuer, et je vais pas t'estropier. Si je te fais mal, ça peut arriver. Si c'est dans les règles, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai plus le droit. D'accord? Là, je suis entre guillemets victorieux, peu importe la technique. Voilà. J'ai pris l'avantage considérable. Si j'écrase mon poids, toute sa structure s'affaisse et il est obligé de s'effondrer sur son côté. D'accord? Moi, j'ai le droit de tomber avec lui. Ce qui m'importe, peu importe si je fais mal, c'est que je me relève en premier. Si pendant le combat, un des deux adversaires tuait l'autre, tout le public pouvait lui tomber dessus et le massacrer. Très souvent, on fait un mauvais parallèle entre les arts martiaux ou le Moyen-Âge et la violence, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le Moyen-Âge est une période civilisée avec des règles, des lois, même si tout le monde cherche à contourner ces lois comme toujours. Il y a un véritable souci de la préservation du corps et de ne pas blesser inutilement. La Glima viking, qui est la lutte traditionnelle viking qui nous vient du 6e siècle. En ligne droite jusqu'au début du XXe siècle en Islande. Donc on n'a pas le problème des AMHE, que rencontrent les AMHE aujourd'hui, c'est-à-dire de s'appuyer sur des manuels et d'essayer de décrypter ce que veulent dire les textes et les images. Nous, on a les techniques qui nous ont été transmises de père en fils, on peut dire, puisque c'était généralement comme ça que ça se passait. S'il est au sol comme ça, il a perdu. Okay. Vraiment chercher à avoir cette saisie-là pour pouvoir contrôler le poids de corps de l'adversaire. Une fois que vous avez ça, vous allez chercher à changer de côté. Et par exemple, lui, il peut vouloir, moi je peux vouloir garder le même. Voilà, changer et avoir de la force dans cette tenue. D'accord? Donc allez-y, n'hésitez pas. Et nous, on viendra mettre des petits conseils, des petites intensités sur différents exercices. Monsieur Lars Magnarenoksen, qui est notre maître, a eu la chance de rencontrer les deux derniers professeurs, entre guillemets, de Glima ancienne. C'était les enfants des deux derniers professeurs, en fait, qui ont eu la chance d'apprendre et qui lui ont transmis le savoir avant de mourir quelques années plus tard, quoi. Donc aujourd'hui, c'est lui le détenteur du flambeau et il forme des instructeurs pour transmettre ça et développer la Glima dans le monde entier. T'es trop près? Ouais, tu peux voir. Passe derrière. Je casse le coude. Voilà, là, je peux pas. Donc je le ramène. Ça l'incite à tourner. La Glima qu'il pratique est enseignée aux forces de police et aux forces armées suédoises. Et dans le combat, avoir la psychologie de mettre le combattant au sol pour pouvoir l'achever le plus rapidement possible. Donc je suis en train de passer un BPGEPS escrime, j'enseigne à Clermont-Ferrand et je donne des cours d'escrime moderne, d'escrime médiéval et j'espère bientôt donner des cours d'escrime de lutte. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur la rentrée technique de ce genre de technique. Parce que si par exemple là, allez je continue, vas-y mets-toi au sol, alors hop je continue, je fais un super truc, je fais Juji Gatame, d'accord, je fais ça, ah ça c'est magnifique hein, mais là il y a 3 de ses potes,
totalement hollywoodien, un bon film, un bon divertissement. Valhalla Rising, c'est un très très bon film. Historiquement, je peux pas me prononcer sur la validité historique des faits, mais au niveau costume et au niveau vie quotidienne, on peut dire que ça reste proche quand même de ce que pouvait être la vie à l'époque. En combat de mêlée, on a un bouclier, une hache, un bouclier, une épée, une lance. On s'affronte, si on pomme son arme, on n'a plus d'armes, on est désarmé, on peut rentrer en glima, renverser son adversaire. Et l'objectif principal de la glima, c'est de le mettre au sol et de se séparer de lui. D'accord ? Là, tu prends conscience de ton contrôle, et là, tu prends conscience de l'énergie, la force sur laquelle tu peux appliquer. Je suis moins costaud que toi. Si je fais ça, j'ai beaucoup plus de portance sur ta nuque que si je fais ça. D'accord ? Donc, grosso modo, si là, je fais un arraché, voilà, là, je t'enroule. C'est un sport physique qui fait appel à un grand sens moral, et parce que c'est pas deux adversaires qui se rencontrent, c'est deux partenaires, donc c'est viril tout en restant fraternel. Si je te pousse vers là-bas, toi je vais essayer de te marcher là. Je suis resté un moment au sol en difficulté, lui il était debout, s'il arrive à se séparer, il gagnait. D'accord ? Donc c'est vraiment très très physique. Je pense pas qu'on va faire Les Vikings portaient un pantalon. Donc effectivement, si c'est un pantalon roulé, c'est comme le prémisse de la ceinture. D'accord ? Maintenant, c'est pas l'objectif principal au début. Et l'objectif est plutôt corporel, saisi haut du corps, mais on n'interdit pas les gens. Il n'y a pas d'interdit spécial. Je suis en toute fin de doctorat dans la région parisienne à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Et je finis une thèse qui est dédiée aux arts martiaux. Le titre, c'est Les arts martiaux en Occident à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Et je pratique énormément en tant qu'historien sur la transmission des savoir-faire gestuels et comment est-ce qu'on écrit un geste. Là, c'est une extension à l'arrière. Je fais ça à côté donc d'une pratique martiale où j'enseigne particulièrement un grand compendium de sources du XVIe siècle, de la première moitié du XVIe siècle, d'un Strasbourgeois qui s'appelle Joachim Meyer, qui essaye de traiter sur un système, sur une base de réflexion rationnelle et mécanique, un ensemble de pratiques, de l'épée, de la hallebarde, de la lance, du bâton. Au départ, ton premier geste, c'est ça en fait, Ouais, pour ça. venir te protéger. Ouais. C'est la même chose qu'un pugilat. Un pugilat, tu vas monter pour protéger la tempe et le coup vers l'avant pour protéger le visage. Tu vas monter Tu gardes le... historienne de formation, mais historienne du geste. Donc très vite, je suis venu travailler sur ces sources techniques qui font appel au geste, au mouvement. Pour pousser par la droite tout à l'heure, t'as vraiment trop. Ouais, j'ai exagéré un peu. Si je viens trop là, en fait, si je viens trop pousser ici, j'ai une perte de sensation. Je suis président de l'association Pôle d'études des arts martiaux historiques européens, qui est basée à Grenoble. Et donc on s'évertue de travailler la lutte selon un auteur italien qui s'appelle Fiore dei Liberi, qui est un auteur du début du XVe siècle, mais également l'épée longue sur la tradition lichtenauerienne, qui se base sur des traités allemands du XVe siècle également. Au niveau de la lutte, on n'a pas de règles, on n'a pas d'idées sur comment c'était pratiqué, on a quelques idées sur le cadre social, mais c'est tout. Donc c'est un champ d'études extrêmement large. On est plusieurs universitaires sur le terrain aujourd'hui, grâce à Brice Lopez qui nous a fait quand même la faveur de nous inviter. Et on voit que c'est déjà beaucoup de travail a été fait, encore plus de travail à faire. Les types sont copains, les types se connaissent, et pourtant ils se mettent des mines abominables à coups de hache, à se déplacer des fémurs ou à se briser des tibias. Parce qu'il y a ce consensus entre eux de dire on est dans le champ, on est rentré dans le champ, et dans le champ on ne fait pas n'importe quoi, on prouve notre valeur, donc on va jusqu'au bout. Paul-Hector Mayer, c'est un homme politique d'Augsbourg du milieu du XVIe siècle, trésorier puis intendant de cette ville dès 1545. C'est un passionné d'escrime et de toute activité sportive. Il est un peu connu comme l'un des premiers chroniqueurs sportifs et surtout en tant que collectionneur de différents livres de combat, des Fetchbücher ou des livres d'armes. Là, je suis jambe gauche en avant, donc de quel côté ça va être plus simple pour moi de partir, de quel côté je vais avoir la plus grande efficacité biomécanique. Mais si je suis trop prêt pour avoir ici le genou, là j'ai le coup.
Je viens de Dijon, je suis le président de l'association bourguignonne de recherche et développement des arts martiaux historiques européens. Ça fait le moins dire, on s'appelle de taille des stocks. C'est ce qui est écrit sur le... Et je bascule. Et en basculant, normalement, il y a aussi une possibilité de le faire tomber sur mon genou à moi, comme chez Vivien ce matin, et ensuite de le mettre au sol. Elles naissent d'elles-mêmes en Europe. En fait, elles apparaissent en iconographie parce qu'elles sont là dans la vie de tous les jours. Et voilà, de près, là, on va bien passer la jambe derrière, et elle bascule. Ok? Mollo sur la bascule, mollo sur le relevage de tête. Vous avez remarqué que, très peu de fois, dans ces représentations-là, on est dans la lutte à la ceinture, on est plutôt dans la lutte aux épaules ou dans la lutte au bras. Donc Codex Verschein, c'est celui-là, donc genou sur le bas du dos, et normalement on vient attraper les cheveux. Et je me suis rendu compte qu'effectivement pour faire de l'épée longue du Shunaren, qui est mon art principal, il faut savoir lutter. Quand on fait le jeu offert, il suffit de faire un pas et on a distance de lutte. Et quand je suis hors distance, mon but ça va être soit de venir au bras, et là on a la distance de lutte d'après qui est la lutte au bras, soit on va faire des frappes. Moi aussi, je monte les mains. Là, j'ai mon ouverture ici et je vais en profiter. D'accord? Je passe. Je tombe derrière. Dans un autre manuscrit, il dit de le frapper en haut pour qu'il monte les mains. Et quand il monte les mains, on va descendre. Les mains derrière les genoux et on va pousser en arrière. À la base, je fais escrimeur du sabre, l'escrime olympique, et j'ai fait un peu de jiu-jitsu brésilien. Ce qui m'intéresse, c'est la lutte médiévale, la lutte avec des armes, puisque je viens plutôt à la base, avant de travailler chez Acta, j'ai plutôt été sur les armes médiévales, épée longue, épée bouclier. Le but de la lutte, ça peut être un but de ne pas tomber avec l'autre, pour qu'il y ait une lisibilité. Donc on revient avec l'idée du spectacle. Si les deux tombent, finalement, ouais, c'était facile de tomber avec l'autre. Par contre, quand il y en a un au sol et un debout, on sait qui a gagné. Mettre en valeur la lutte dans l'histoire avec ses différentes formes, sa forme jeu sportif, sa forme entre guillemets défense, sa forme lutte à la dague ou à l'épée, toutes ces formes qui sont attestées depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui. Rentrez le bassin, tournez. Je prie tous les jours Jupiter pour que dans les AMHE, on n'arrive pas à ce qu'on trouve encore aujourd'hui trop souvent, malheureusement, dans les arts martiaux traditionnels, une sorte d'opposition de style pour dire quel est le plus efficace. Vous avez bien démontré, vous chercheurs, historiens, lors de la présentation hier, que la lutte, quelle que soit son origine, quelle que soit sa période, est une confrontation de force physique liée à une société avec une sorte de rite civilisé d'affrontement.